Alors, l'anxiété de séparation, est-ce que tu savais que ça fait partie du développement normal d'un individu? Oh, non. Non. Ah, je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que tu trouves beau là-dedans? Bonjour les parents, nous voici à un nouvel épisode donc de notre podcast à ma fille et à moi, Karel, SOS Dodo. Donc, percevoir les dodos au-delà des stratégies. C'est la fête des mères. Oui. Bonne fête à toutes les mamans et bonne fête à ma maman, à moi. Oui, merci. Puis écoute, moi, j'ai le goût de dire que j'ai hâte de te souhaiter bonne fête, Karel. Oh oui, ben tu peux souhaiter à l'espace maternel qui est déjà présent. Qui est déjà présent à toi. T'as l'air tout touché en plus. Ouais. Alors, ben, bonne fête à cet espace-là maternel qui est en toi. Merci. C'est bon. Puis aujourd'hui, j'avais le goût de parler d'un sujet qui touche toutes les mamans sans exception. Ouf, c'est sûr. C'est l'anxiété de séparation en lien avec le sommeil. Mais on va parler aussi d'anxiété de séparation. Hey, je me présente. OK, chez la mère ou chez l'enfant? Intéressant. Ouais, parce que je pense qu'on devrait... Tu vas voir qu'il y a une belle nuance à apporter, Ouais, puis j'y manque jamais. OK, c'est bon. Alors, je me présente, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil depuis près de 25 ans. Alors, c'est toujours un plaisir renouvelé de prendre soin du sommeil de vos tout-petits pour vous donner l'information le plus juste possible pour que vous soyez capable d'avoir des enfants qui font des bons. Et bien dormir en tant que parent. Et bien dormir en tant que parent. Moi, je m'appelle Karel Langevin, je suis coach en programmation neurolinguistique et ce que je fais, c'est du coaching relationnel. La relation étant ma plus grande passion et le sujet d'aujourd'hui, d'ailleurs, je le trouve très, très intéressant. Très intéressant. Ouais, vraiment. Allez, on rentre dedans à pieds joints. Let's go. Anxiété de séparation, c'est quoi pour toi? Oh! Parce qu'il n'y a pas un parent qui pense la même chose, là. Okay? Ah, pour vrai? Ah, ben oui, parce que moi, des parents me contactent, puis leur bébé a un problème d'anxiété de séparation, c'est pour ça qu'il ne dort pas bien, et ce n'est pas de l'anxiété de séparation. Bon, ben c'est ça, c'est pour ça que je voulais dire chez la maman ou chez l'enfant. C'est ça. L'anxiété de séparation, j'ai l'impression que c'est une insécurité très intense dans le fait de ne pas être avec l'autre ou son parent pour l'instant. L'instant, OK. Ouais. Fait que ça, c'est ta définition de l'anxiété de séparation, c'est très bien nommé. Alors, l'anxiété de séparation, est-ce que tu savais que ça fait partie du développement normal d'un individu? Oh, non. Non. Ah, je trouve ça tellement beau. Qu'est-ce que tu trouves beau là-dedans? Ben, parce que c'est tellement apporté comme étant un problème dans la société. Ben oui! Puis, je veux dire, ben là, tu sais, moi, je sais pas si je peux dire une affaire de même. Mais c'est juste, mettons, avec les chiens, là. Moi, je suis pas maman, mais j'ai eu un chien dans ma vie, puis il y avait tellement d'anxiété de séparation, puis c'est un comportement canin qui est très, très répandu. Oui. Juste, puis qui est nommé comme un problème. En tout cas, là, on parle d'enfants, mais... Pourquoi c'est nommé comme un problème? À cause que ça s'appelle anxiété de séparation. C'est mal nommé, dans le fond. C'est mal nommé. Okay. Attends, check-moi bien aller. OK, moi, je suis bien. Parce que tu sais pas où est-ce qu'on s'en va. C'est ça. Alors, l'anxiété de séparation, ça fait partie du développement normal de l'individu qui, entre 8 et 18 mois, que le bébé réalise, OK, qu'il est un individu à part entière. Alors, moi, j'appelle ça l'étape de l'individualisation. C'est vrai que c'est long à dire. OK. Alors, le bébé se reconnaît. Tu t'appelles l'anxiété de séparation, moi, c'est l'étape de l'individualisation. Ouais. Moi, je dis plus anxiété de séparation. OK. Parce que, en partant, c'est négatif, t'as peur. Ben oui, c'est sûr. L'anxiété, c'est un gros mot qui est très utilisé. Oui, qui est surutilisé, puis avec raison à certains endroits. Mais là, c'est un état du développement de l'enfant, puis oui, c'est plate pour lui quand il réalise que sa mère et lui ne font pas qu'un. Et de là, les trucs. OK? On sort de la fusion. On commence, parce que la naissance, c'est sortir déjà de la fusion. Oui, mais c'est comme une étape de plus. De plus que l'enfant sort de la fusion de son parent. Et là, c'est comme, bang, la nouvelle sort graduellement, parce que c'est pas du jour au lendemain. Puis le cerveau doit tisser un nouveau chemin neuronal pour comprendre que son parent existe encore en dehors de son champ de vision. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça qu'on fait des... OK! On disparaît. Je pensais que c'était un jeu nono, tu sais, passer de génération en génération, qu'on fait sans se demander pourquoi. Tu sais, une de ces habitudes-là, genre... c'est trop bien. Alors, le fameux coucou, c'est parce que l'enfant, lui, il veut
il veut se connecter dans ton regard, il veut baigner dans tes yeux. Oui. Alors, quand tu fais coucou, puis tu mets tes mains devant ton visage, tu disparais pour lui. Wow. Puis quand il se cache, là, il y a juste ses yeux qui sont cachés. Tu vois tout son corps à l'enfant, puis il est caché. OK. Il te voit pas, tu le vois pas. Il y a des enfants qui réagissent, qui rient beaucoup, puis il y a d'autres qui rient moins. Ouais, c'est ça. Alors, chez certains enfants, c'est plus difficile que d'autres. Puis ça va sans doute avec des traits de la personnalité. Oui, c'est ça. Alors, cette phase-là de développement qu'on a appelée l'anxiété de séparation. Et moi, je fais un parallèle, OK, avec l'étape de marcher. L'étape de marcher, ça fait partie du développement de l'enfant. Puis qu'est-ce qui va arriver à l'étape de marcher? Ben, il va tomber, il va avoir un bleu, il va s'accrocher sur un coin de table, il va se fendre la lèvre. Puis il n'y a jamais un parent qui a dit, oh mon Dieu, nous, on est en anxiété de tomber. Le petit, dans les bras toute la journée, parce que il peut pas apprendre à marcher, il va se faire mal. Wow. Dis de même, là, ouais. C'est ça. Alors, l'anxiété de séparation, c'est un phénomène naturel. Ça fait partie du développement. Certains enfants n'ont pas de plaisir pendant ce développement-là, mais c'est comme les vaccins. J'en connais pas de vaccins que c'est le fun quand tu les as. Mais c'est la vie, c'est la vie, c'est ça. Tout projet a des moments d'inconfort, a des étapes pas le fun. Je veux dire, c'est ça. C'est très normal. C'est ça. Alors, dans le développement aussi. Alors, quand le parent part avec l'idée que son enfant est dans sa phase de l'étape de l'individualisation, puis que là, s'il voit pas maman, c'est la panique, puis que là, moi, je panique, mais c'est une étape normale, là. Oui, quand il va marcher, il va tomber. Puis oui, quand il va être dans cette étape-là, quand maman va s'éloigner, ben, il va pleurer pour témoigner, je me sens seule. Et si maman parle à distance, chante une chanson, il va entendre la voix de maman, puis il va même la chercher du regard. C'est sûr. En disant, mais comment ça, je la vois pas? Je l'entends, elle devrait être là. Le temps que son cerveau puisse créer un nouveau sillon neuronal, de comprendre que sa mère existe pareil, même s'il la voit pas. Wow! J'adore. Wow, c'est ça. Alors ça, c'est ce qu'on appelle, malheureusement, l'anxiété de séparation. C'est quoi le lien avec le sommeil? Ben, qu'est-ce que ça arrive aussi quand mettons, notre enfant dort seul dans son lit? Voilà. Ouais. Alors, quand le parent va porter son enfant au lit et que l'enfant se met à pleurer parce que le parent est parti, souvent, les parents me disent, il fait de l'anxiété de séparation. Alors, il peut pas dormir, il faut que je reste avec lui. Parce que là, il est pris en angoisse de séparation, pas en anxiété de séparation. Alors, ce qui est difficile pour l'enfant et à tout âge, pas seulement, même chez l'adulte aussi, c'est de s'endormir dans un endroit et de te réveiller dans un autre. Alors, beaucoup d'enfants qui sont dans l'étape de l'individualisation, les parents les endorment dans les bras. Après ça, ils les couchent endormis. Puis lors d'un micro-éveil, parce que le sommeil est truffé de micro-éveil, l'enfant ouvre les yeux et son parent n'est plus là. Ah, ça doit être terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Mais le parent, lui, c'est quoi sa perception? C'est qu'il fait tout de bon pour... Il fait tout correct pour aider son enfant. Ouais, c'est ça. Puis il comprend pas pourquoi il se réveille puis pourquoi il pleure tant. Mais moi, si, je sais pas toi, là. Moi, mais moi, si je me mets, ouais, on a tout, en tout cas, peut-être pas toi, maman, là. OK. Qu'est-ce que tu vas dire? On a tout un moment dans notre vie où on a pris trop d'alcool puis que on s'est réveillé puis on était comme, ouh, c'est quoi qui s'est passé, tu sais, pour que je m'arrive ici, je suis où, tu sais, pendant, 2 secondes. Ouais. C'est pas un moment très confortable. Non. Mais il n'y a pas besoin de prendre d'alcool. Non, je sais, mais je veux dire, même quand on dort, là, des fois, tu te réveilles puis tu dis, mon Dieu, il est-tu lundi? Il est quelle heure? C'est vrai. C'est ça. Quand t'as voyagé beaucoup, quand t'as bougé beaucoup. C'est ça. Quand t'as bougé beaucoup puis t'es plus trop sûr d'où est-ce que t'es, c'est paniquant, là, tu sais. Paniquant. Mais on s'en remet vite, là, OK? Mais imaginons un enfant, là, de 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui s'endort dans des conditions qu'il retrouve pas. Alors, c'est sûr que c'est pas agréable. Puis même, c'est fâchant. Certains bébés en arrivent à être en colère en disant, qu'est-ce que je fais là? Ouais. C'est incohérent. C'est incohérent. Ben, ils disent pas c'est incohérent. Non, mais je veux dire, il y a une incohérence. Il y a une incohérence marquée, mais on la sent pas. Ça. On le sent pas. On a tellement l'impression que s'il s'endort dans les bras, entre le 8 et le 18 mois, qui est la phase de développement de l'individualisation, on a l'impression que si on lui permet de s'endormir tout seul puis qu'il pleure un peu, qu'il est perdu, qu'il est en détresse, qu'il va pas y arriver, alors qu'on peut utiliser des stratégies. Où est-ce que je retourne le voir? Où est-ce que je vais dire, mais gars, je suis encore là. Maman va faire acte de présence. Ben oui, maman est là, puis on va voir l'enfant se calmer, puis il va s'asseoir dans son lit s'il est capable de se lever debout, puis il va se calmer. Mais l'enfant qui devient en colère quand je vais le voir,
ben lui, il est pas en train de dire où est-ce que t'es, il est en train de dire ça fait suer. Puis en fait, tu sais, dans le fond, c'est de contourner l'inconfort momentanément en pensant qu'il ne reviendra jamais. Mais l'enfant qui se réveille dans son lit, l'inconfort est toujours là. Ben oui. Au sens où même si on l'a contourné à l'endormissement Initial, quand il se réveille, l'inconfort est là. Fait qu'au lieu de juste prendre l'inconfort puis de prendre le moment d'être présent avec cet inconfort-là, avec notre enfant, qui est normal, mon Dieu, maintenant on le sait dans son développement. Ben oui. Ben c'est ça, tu sais. Puis si le parent a l'impression qu'il dit, écoute, Brigitte, je suis convaincue qu'il fait l'anxiété de séparation, ben donnez-en de la présence. Expérimentez. Expérimentez, observez, puis ajustez-vous. Alors, il y a des parents qui ont mis ça en place, se sont assis sur une chaise, puis l'enfant s'est endormi, se sont réveillés. Là, évidemment, on n'était plus sur la chaise. Le parent est revenu sur la chaise. Et finalement, l'enfant s'est rendormi. Il surveille pas trop son parent. C'est sûr qu'il y a des enfants, à un moment donné, les parents disent, oui, mais je l'ai essayé, ça. Mais là, mon enfant me surveille tout le temps. Et il met encore de plus en plus de temps à s'endormir. C'est comme ça dépend du tempérament de l'enfant. Il y a des enfants qu'on peut pas rester. Ouais. On fait juste un acte de présence. Alors, il va falloir expérimenter durant cette période-là, puis est-ce que l'enfant va avoir des pleurs en dehors du 9 à 18 mois, bien sûr? Souvent, les parents disent, mais je comprends pas, il y a 5 ans, on dirait qu'il fait de l'anxiété de séparation. Ben non, il est juste pas content d'aller dormir. Absolument. Il est pas content de se déconnecter du plaisir de son parent, de la relation. Du jeu. N'importe quoi. C'est ça. Ouais. Alors, un enfant qui pleure loin de son parent, ce n'est pas nécessairement de l'anxiété de séparation. Et ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis là, aujourd'hui, c'est la fête des mères. J'avais le goût d'honorer les mamans. OK? De savoir que vous offrez du temps de qualité. Vous êtes là pour vos enfants. Oh, puis il faut reconnaître ce temps-là qu'on leur donne, cette présence-là qu'on leur donne, et accepter qu'il y a des moments où est-ce qu'on est connecté à soi en tant qu'individu. En tant que femme, en tant que homme, on n'est plus le papa ou le père, on n'est plus la maman ou la mère. On est rendu l'homme et la femme. Et le conjoint et la conjointe. Le conjoint et la conjointe. L'ami, tu sais, je veux dire, on porte plus d'un chapeau. Oui, ouais, c'est ça. Et là, ça nous donne des espaces. Puis oui, mon petit coco, il doit apprendre à connecter à lui. Puis là, ben, vient l'anxiété de séparation qui est chez la maman. Parce que ça existe aussi. Ça doit être. On n'en parle pas assez. On devrait, parce que, mon Dieu, combien de parents trouvent ça difficile, leur première sortie, sans leur enfant. Puis là, c'est comme un mixed feelings de, je suis vraiment contente, là, d'être sortie avec mon chum, mais en même temps, mon Dieu, que mon enfant me manque éperdument. Mais sais-tu de quoi qu'ils parlent, les parents qui sortent la première fois sans leur enfant? Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi qu'ils parlent au restaurant? Sûrement de leur enfant. C'est ça. Absolument. Ou on a appelé mamie pour savoir si tout était correct, c'est ça dans la soirée. Fait que finalement, tu sais, notre maman, c'est cute. C'est cute. À la limite, c'est vraiment beau. Mais au final, ben, je pense qu'il faut en parler de ça. Tu sais. Alors, c'est bien ce que tu as nommé. On a la première fois qu'on sort pour aller manger sans nos enfants. Ben oui. C'est notre tout petit qu'on a fait garder pour la première fois par pas n'importe qui. Oui, ça, c'est ça. Puis même si c'est pas n'importe qui, on n'est pas sûr si tout est correct. C'est ça. Tellement, c'est ça. Il y a aussi l'entrée à la garderie. Ah, c'est sûr. Ah, mon Dieu. Ça, moi, je m'en souviens pour toi, là. Ah ouais? Hein? Ben, je t'ai laissé chez mamie. OK, non. Ça, c'était pas grave, là, mais quand t'es rentrée à la garderie. Non, mais à la ville de Montréal-Est, là. Ouais. Ouais, tu parles ça, on parle-tu du même événement? Oui. OK, c'est ça. OK. Ah oui, c'était traumatisant, là. C'était traumatisant. Ouais. C'est ça. Moi, de te laisser là à des étrangers. En plus, ça s'est mal passé, mais c'est pas de la faute, c'est contextuel, là, tu sais. Fait que mais aussi, je suis super relationnelle, tu sais, moi, je broyais, puis je pensais qu'elle allait jamais revenir. C'est ça. Parce que t'étais grande aussi. Mon Dieu. Alors, ça avait été vraiment un moment très, très difficile. C'est ce qui a fait que t'as été gardée par mamie très longtemps, là, jusqu'à temps qu'elle... Ça a été difficile pour toi, ce moment-là? Ah oui. Hey, quand t'es rentrée, t'as pris l'autobus pour aller à l'école. Au primaire, hein? Oui, non, je marchais. À la maternelle. À la maternelle, il y avait l'autobus. Je m'en rappelle pas de ça. Mon Dieu, j'ai pleuré tout le long, vraiment. Oh, maman. Ah ouais. Ben oui, c'était difficile de te laisser. Ben, c'est sûr. Puis la première fois, je suis partie en train pour aller voir ma sœur qui vivait en Ontario. Je suis partie 3 jours. Je t'ai laissé pas n'importe qui à ton père. Que ça a été terrible pour moi quand je suis revenue. Quand t'es revenue? Ben oui, parce que là, je pensais que t'allais plus me reconnaître, que t'allais plus m'aimer, que là, j'allais devenir invisible, que... Ah ouais. Ouais, puis là-bas, c'est sûr que là, j'appelais ton père, puis là, ben, j'avais des nouvelles, puis avec ma sœur qui était enceinte, ben, on parlait que de bébé, là, évidemment. Ben oui, c'est normal. C'est ça, c'est normal. Mais là, écoute, quand je suis revenue, là, dans le train pour revenir, là,
Parce qu'on a cette conception-là en relation que quand on se connecte à soi, obligatoirement, on se déconnecte de l'autre. Ouais. Et ce n'est pas la réalité. Non. Parce que la connexion, elle n'est pas visible. C'est quelque chose qu'on ne peut pas voir, qu'on peut seulement ressentir. Fait que même si je suis avec moi-même et que je prends du temps pour être avec mes amis, mon conjoint, ma famille, aller en vacances, whatever, et que mon enfant n'est pas là, est-ce que la connexion n'est plus là? Non. Absolument pas. Absolument pas. C'est ça qu'il faut apprendre à intégrer puis à enseigner aussi à nos enfants. Enseigner à nos enfants. Ouais. Par notre ressenti, par notre expérience, par notre leadership. Puis c'est tellement pas quelque chose qu'on apprend. Non. Ça. Tu même juste, moi, je suis plus dans la relation amoureuse que la relation parent-enfant. C'est fun avec toi qu'on peut en parler, mais mon Dieu, combien de gens ont l'impression que s'ils prennent soin d'eux, ils prennent plus de soin de leur conjoint ou de leur conjointe ou de la relation. C'est ça. Mais c'est absolument le contraire. C'est ça. Si je prends soin de moi, ma qualité de présence quand je reviendrai, me connecter à l'autre va être tellement bonifiée. Tout à fait. Parce que je me serai remplie moi-même. Puis de là, l'image utilisée tellement souvent du masque dans l'avion, c'est marqué mettre son masque avant celui de son enfant. Pour la simple et bonne raison que si je veux m'en occuper, il faut que je sois encore en vie. Ouais, tu sais? C'est ça. Ouais. Ah non, c'est tellement important. Puis, sauf que le problème chez nous, les mamans, c'est qu'on tombe dans la culpabilité tellement rapidement. C'est tout un travail à faire, ça, que de se donner le droit de dire je prends soin de moi et je remets mon enfant là c'est au sommeil, là, OK, je le remets dans les bras de Morphée ou je le laisse dans les bras de mamie ou je le laisse dans les bras de son père parce que je m'en vais me faire masser, parce que je m'en vais souper avec une amie, parce que je vais prendre du temps pour moi, pour me remplir, moi, me faire du bien. Absolument. Il y a Marc, un gars en tout cas, qui vient grimper au Crux, puis sa blonde, elle a accouché il y a quelques mois, je pense. OK. Puis là, il vient, tu vois, puis il a l'air de plus en plus fatigué. En tout cas, on en parle, on en rit, il est tellement fier, puis il me montre des photos de sa petite cocotte. Puis là, il me dit, la dernière fois qu'il est venu, il me dit j'ai payé un séjour de 3 jours à ma blonde dans un hôtel spa, là, je sais pas trop, pour lui offrir un temps de répit. Puis mon Dieu, je suis gâtée. Et moi, là, quand il m'a dit ça, j'étais comme, mon Dieu, mais quel homme tu es. Genre, wow. Je trouve ça extraordinaire. Puis elle, qui a pu apprécier ce moment-là, puis c'est sûr, tu sais, qu'elle l'a appelé, tu sais, ben oui, on s'entend. C'est une maman normale. Oui, absolument, mais que j'ai trouvé ça tellement beau, tellement un beau teamwork. Dans la parentalité, qui est quand même, tu sais, le bébé la petite cocotte, là, elle a quelques mois, là. OK. Ouais. Mettons 3 mois et moins, à peu près, là? Ou un petit peu plus? Peut-être dans les 4 mois. 4 mois, à peu près. C'est récent. Mais quand même, là, tu sais, je veux dire, je pense que la première année, c'est comme... Ah ouais, c'est une connexion 25 heures sur 24, ouais, là, la maman et son enfant, là. C'est ça. Alors, se permettre ça, puis il y a la règle des 2-2-2. Connais-tu ça, la règle des 2-2-2? Ça me dit tellement quelque chose. Mais je me demande si on n'en a pas parlé dans un autre podcast. Je sais pas, je pense pas. Mais let's go. OK, let's go. Puis là, je suis pas sûre parce que je me suis pas préparée là, à en parler, là, la règle des 2-2-2. Alors, la règle des 2-2-2, c'est dans le fond, c'est que le couple se donne du temps de qualité. Ah wow, je connais pas cette règle-là. C'est ça. Alors, à toutes les 2 semaines, ils devraient souper ensemble, sans les enfants. Wow! À toutes les 2 mois, ils devraient prendre des vacances, un week-end sans les enfants. Puis à tous les 2 ans, prendre une semaine de vacances sans les enfants. Ah, c'est excellent. C'est ça. Là, on parlait de l'anxiété parentale, hein, parce qu'elle est plus grande souvent que l'anxiété du bébé. Absolument. Et on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. C'est un cadeau pour la fête des mères qu'on veut faire aujourd'hui pour que la maman, la femme, se reconnaisse elle aussi. Puis est-ce qu'on peut dire aussi que c'est normal? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu sais, comme là, pour moi, de normaliser ce qu'on dit de l'anxiété de séparation chez l'enfant. Oui. Toi, tu le nommes autrement, puis que tu dis que c'est normal dans son état de développement. Est-ce qu'on peut considérer qu'en tant que parent, c'est normal qu'on vive un stress, qu'on laisse notre progéniture à quelqu'un d'autre? Notre trésor! Ouais, notre trésor, le plus beau trésor qu'on a jamais eu. Absolument, c'est
tellement, tellement, tellement normal. Mais oui. Oh my God. C'est contre notre choix en plus, c'est contre notre grille, là. Parce que si on pouvait rester à la maison, puis financièrement, se le permettre, il y a beaucoup de parents qui n'enverront pas leur enfant à la garderie. C'est contre-intuitif, c'est certain, là. C'est ça. Ouais. C'est enregistré dans nos gènes, là, tu sais, je veux dire, dans la jungle, là, la seule moment où ce que la lionne va laisser ses lionceaux, c'est pour aller chasser, là. Et elle revient de ce pas, tu sais. C'est ça. C'est quelque chose, là. C'est ça. Fait que là, la présence est importante. Alors, on peut juste récapituler parce que là, je vois que le temps avance. Donc, l'anxiété de séparation, on devrait appeler ça l'étape de l'individualisation. Ça se produit entre l'âge de 9 et 18 mois. Passé 18 mois, l'enfant se reconnaît très bien comme un individu. Donc, cette étape-là, elle est franchie. Par contre, est-ce que mon enfant va vivre de l'inconfort parce que je suis pas avec lui de temps en temps en dehors de cette phase-là? Bien sûr. Absolument. C'est certain. Alors, quand arrive le temps du dodo, le plus grand piège durant cette étape-là de l'individualisation, c'est d'endormir son bébé et de le coucher dans un autre environnement puis qu'il se réveille ailleurs que dans le bras de sa mère. Parce qu'il est en train d'apprendre qu'il s'est endormi avec elle et là, elle a disparu. Avant ça, il est pas assez conscient. Il va vivre, ça va être désagréable pour lui s'il se retrouve ailleurs, mais comme il n'est pas dans l'étape de l'individualisation, ben, il vit juste la frustration. Là, il est plus conscient. Et passé les 18 mois, il est vraiment conscient que sa mère existe en dehors de lui et que s'il l'entend faire du bruit puis vivre, ça se peut qu'il soit fâché puis qu'il réclame sa maman. C'est comme, toi, t'as pas le droit de vivre en dehors de moi, maman. Et ça, c'est une autre étape. Ah, ça va jusqu'à l'adolescence, ça, non? C'est pas... Non, mais, ça va jusqu'à longtemps. Mais même en tant qu'adulte, là, tu sais, il y a des adultes dans leur relation de couple, corrige-moi si je me trompe, qui ont l'impression que le partenaire doit toujours être là pour eux. Ben oui. 100%. C'est ça. Et c'est pas ça la réalité. Ça fait des conflits qui sont récurrents. C'est ça. Ce n'est pas ça la réalité. C'est ça. Alors, ça dure très longtemps, ça. On a le droit d'avoir de l'inconfort parce que on voudrait pas être seul, alors qu'en réalité, on l'est jamais, mais c'est difficile à se rappeler que la connexion existe tout le temps. Puis l'inconfort, c'est quelque chose d'aussi qui est normal. Faut arrêter de vouloir l'enlever de notre vie parce que c'est quelque chose qui d'ailleurs nous fait grandir, finalement. Tout le temps. Là, C'est ça. Ouais. Tout le temps, effectivement. Hey, c'est un beau cadeau, ça, pour les... Là, tu as récapitulé l'anxiété de séparation pour, la phase d'individualisation, c'est dur à dire, chez l'enfant. On récapitule-tu, on a-tu besoin de récapituler pour la maman? Pour la maman, je sais pas, je te laisserai aller. Qu'est-ce que tu aurais le goût de dire? Mais j'ai été déstabilisée pendant 2 petites secondes. Le stress qu'on peut vivre quand on n'est pas physiquement avec notre enfant, c'est quelque chose qui est très normal, mais que la connexion, c'est pas quelque chose qui est externe, c'est quelque chose qui est interne et elle ne s'en va jamais. Qu'on soit présent physiquement ou pas. Fait est-ce qu'il y a réellement une séparation? Tu sais, c'est ça, en fait, physique, mais émotionnelle. Ah, aucune. C'est sûr que le parent qui est au Mexique puis que sa mère appelle pour dire que son petit a quelque chose, là, elle a déjà un vol de réservé puis elle est déjà au retour. Peut-être, absolument. C'est ça. Mais parce que la connexion demeure tout le temps. Oui, c'est ça, demeure tout le temps. Tu as dit quelque chose que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle n'est pas visible, cette connexion. Non, elle n'est pas visible. Mais elle existe. Mais je pense, qu'est-ce qu'elle peut être visible dans le non-verbal d'une personne. Oui. Mais elle est pas tangible, elle est pas visible, c'est un ressenti. C'est ça. Donc, ça existe. Ouais. Alors, l'enfant sait très bien, puis sait pas intellectuellement, mais il sait avec son cœur que sa mère existe tout le temps, elle est dans l'instant présent. Ben oui. Puis, tu sais, les enfants, ils ressentent tellement. C'est ça. Alors, les enfants n'ayant pas la notion de temps, même si parent, toi, t'es parti 3 secondes, 3 heures, 3 jours ou 3 semaines, lui est avec un être aimé ou elle avec un être aimé, papa, grand-maman, marraine. Alors, il s'amuse, il se sent important. Quand le parent revient, là, il nous a manqué beaucoup. Ouais. Et l'enfant, il est content de nous voir, mais lui, il est pas dans le passé ou dans le futur. Puis son réservoir affectif, c'est pas juste les parents qui peuvent le remplir. Mais non. Ouais, ça, c'est aussi, il faut comprendre ça. C'est ça. Que mamie, papy, les oncles, les tantes, les amis, tous les gens qui sont bienveillants, qui s'occupent de cet enfant-là, qui sont présents, remplissent son réservoir affectif. Et c'est tellement, ce que t'amènes, là, c'est qu'il y a que notre enfant qui peut remplir le nôtre, c'est pour ça que nous, on s'ennuie tellement.
Oh my God! La nuance. La nuance. Ouais. Donc, le parent qui revient, oh là là. Lui, son réservoir affectif n'a pas été rempli, même s'il a vu 150 enfants là, au Mexique là, sur le resort qui était. Alors, quand il revient, nous, on est dans le manque. Alors, le parent qui revient à 2 heures le matin et qui va voir son enfant avec toute l'énergie du manque qu'il a, ben il réveille souvent son enfant qui se met à pleurer, il comprend pas pourquoi. Puis l'enfant, le parent est là, ben mon Dieu, j'ai tellement manqué. Puis la sœur, il pleure à toutes les nuits. Non, on a créé une association au retour due à l'anxiété qu'on avait ou le manque, là, c'est peut-être pas d'anxiété, mais le manque qu'on avait de notre enfant, parce que nous, on n'a pas été rempli, notre réservoir affectif n'a pas été rempli. L'espace qui appartient à l'enfant. Oui, le conjoint rempli. Tu sais, on a fait le couple a rempli son réservoir affectif, mais pas le parent. Et c'est pour ça que des fois, quand on vient de voyage, on pose des gestes qui créent des associations, puis après ça, on se dit que c'est parce qu'on était parti. Parce que beaucoup de parents me disent « Hey, j'étais en voyage une semaine, depuis ce temps-là, mon petit dort pas. Wow. Depuis mon retour, il dort plus, mais il dormait très bien pendant la semaine. » Comment ça s'est passé à ton retour? Ah, c'est ça! Wow! Intéressant! Comment ça s'est passé à ton retour? Quand est-ce que t'es revenu? Qu'est-ce que t'as fait? Comment il a su que t'étais de retour? Alors, des fois, tous ces éléments-là font toute la différence. Moi, je dis toujours aux parents, tu reviens à 2 heures du matin, attends le lendemain matin pour aller voir ton enfant. Même si ça te coûte, regarde des photos, mets l'oreille sur la porte de chambre, mais fais tout pour pas le réveiller. Mais t'as le goût de le réveiller pour le coller, là, tu sais. Ouais. C'est bon, hein? Ouais. On pourrait en parler encore. Encore longtemps. C'est ça. C'est bon. Hey, bonne fête, les mamans. Profitez-en aujourd'hui. Si jamais vous nous écoutez à 9 heures quand le balado sort. Puis si jamais, ben, ça fait une semaine que votre fête est passée, ben, bonne fête encore. Ben oui, 100%. C'est à célébrer à chaque jour, tant qu'à moi, parce que c'est une grosse job. C'est une grosse job. Effectivement. Bon, ben, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye. C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.